Salut Internet. Il y a très longtemps, lors d'une de mes toutes premières vidéos, la vidéo sur les Nexus pour ne pas la citer, j'avais eu l'ambition, probablement déraisonnable, d'essayer d'expliquer au grand public comment pensaient certaines élites. The secrets of the global elite. 5 years of work. Je dis déraisonnable parce que pour comprendre comment pensent les élites, il faut un ensemble de prédispositions, de prérequis dont ne dispose par définition pas le grand public. Mais c'était en plein d'une certaine forme de naïveté, disons toute juvénile, que je m'étais dit mais si, les gens vont comprendre, bon l'expérience m'a montré que pas du tout. Et ces prérequis constituent l'essentiel des strates, justement, des niveaux initiatiques que l'on retrouve dans les différentes sociétés secrètes dont la plupart des élites sont membres. Alors aujourd'hui, 10 ans après le début de la chaîne, après avoir posé un certain nombre de notions, après avoir quand même donné pas mal de billes, je vais essayer de réexpliquer cela, peut-être d'une manière un petit peu plus claire, enfin j'espère que ce sera plus clair, dans une ultime tentative de rendre cela compréhensible et accessible. Alors quand je parle d'élite, je parle d'élite au sens le plus vulgaire du terme, je ne parle pas d'élite au sens d'une élite en capacité réelle, je parle d'une élite au sens d'un positionnement social, pour ne pas dire éthologique, c'est-à-dire d'individus en position de dominance. Tu sais ce que c'est que d'être un adulte et te faire crier dessus par un autre adulte? Comment ta vie elle change, tu sais? Et la plupart des gens qui ont eu à travailler en société savent bien que la position de dominance éthologique n'est pas directement corrélée, loin de là, à l'efficacité sur le terrain, mais plutôt à des capacités politiques, relationnelles, pour ne pas dire de petites manigances en interne. Il s'agit de se faire bien voir des chefs, de s'approprier les réalisations de ses subordonnés, etc., etc. En gros, et pour faire simple et aller directement à l'essentiel, il s'agit de proposer une espèce de sélection naturelle 2.0. Toi tu vis, toi tu crèves. Tout le monde connaît la sélection darwinienne standard, mais qui opère sur un temps relativement long. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse être critique avec le modèle darwinien, parce que ce n'est pas un fait, c'est un modèle. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà commise sur le sujet. Mais si l'on se place dans ce cadre simple, il y a donc une sélection naturelle normale, on va dire, darwinienne et normale. Il s'agit ici d'adjoindre à une sélection naturelle standard une sélection culturelle. Cette sélection culturelle, elle existe déjà depuis un bon moment. Ça s'appelle la sélection sur les diplômes, les concours d'entrée, etc. Mais là, il est question d'une sélection culturelle en termes de vie et de mort. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. En fait, lorsque on réalise que la plupart de ces élites, pour arriver là où elles sont, ont dû faire des formes de sacrifices intrapsychiques, c'est-à-dire renier toute une partie de ce qu'ils sont, se surconformer aux institutions, se surconformer aux injonctions hypnotiques des générations passées pour ainsi se faire valider et adouber dans des hiérarchies de dominance, alors on comprend bien qu'elles sont coupées de tout un pan plus émotionnel de leur être. Alors parce qu'on est stupide, on est condamné à mort? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon sélection naturelle. C'est assez classique, dès que l'on monte dans la pyramide des hiérarchies de dominance, de retrouver cette espèce de dessèchement intérieur, pourrait-on dire, qui la plupart du temps est compensé ou à coup de drogue, ou à coup de poudre de perlimpinpin. Ou par des relations très particulières avec des petits-enfants, ou par simplement un usage immodéré de l'argent pour flamber, etc., des prostituées, enfin bon bref, différents modes de compensation de ce dessèchement intérieur visant à se confirmer, voilà, qu'on a fait le bon choix et que la vie vaut le coup d'être vécue, malgré le fait qu'on a en fait signé une espèce de pacte et de compromission terrible avec soi au début du process. Je dis au début, en cours de process. Alors loin de moi l'idée de créer ici une catégorie mentale un petit peu grossière dans lequel toute personne qui aurait un petit peu de succès et d'influence l'aurait nécessairement bâti sur une abomination intérieure ou extérieure. Ça n'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Il y a un certain nombre de gens qui sont très équilibrés et qui arrivent à avoir une espèce de poids au niveau éthologique sur la base de quelque chose de sain. Heureusement, c'est tout à fait possible. Ça n'est pas de ces gens-là dont je parle.
Mais la plupart du temps, ces gens-là font leur petit bonhomme de chemin et ne ressentent pas forcément le besoin de se regrouper dans des sociétés secrètes ou des réseaux occultes de pouvoir et qui vont imposer à des millions de gens des plans pour l'humanité. La plupart du temps, le simple fait d'être posé dans sa verticalité, on n'est pas forcément en train d'essayer de bâtir la vie de demain contre la vie des gens eux-mêmes. Enfin, ou pas. Et c'est là où ces catégories ne sont pas étanches, justement. Je vous invite à lire entre les lignes, justement, et à vous rappeler que le langage ne fait qu'évoquer, il ne décrit jamais. Parce que, en général, ce sont des gens qui sont un petit peu intelligents et se posent effectivement la fameuse question qui consiste à dire « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui ont des quotients intellectuels en dessous d'un certain seuil et qui, en fait, en réalité, n'arrivent même pas à survivre par eux-mêmes dans un monde civilisé ?» Et je vous parle pas forcément de débiles mentaux profonds, hein, mais une personne sur 6 a moins de 85 de QI, quoi. Si une personne qui a le QI d'une frite trouve du travail, alors tu peux toi aussi. Ouais, c'est exact. Pourquoi une frite? Et en dessous de 85, eh ben, déjà, lire un manuel, suivre des instructions, faire des tâches simples, c'est pas facile. Et c'est face à ce constat scientifiquement totalement sourcé que émerge l'idée d'une sélection naturelle 2.0. C'est-à-dire que, comme décemment il ne s'agit pas de tuer ces gens, puisque effectivement ce serait un meurtre, c'est puni par la loi et la morale commune le réprouve, et je vous parle même pas de la logique non sacrificielle qui évidemment ne va pas être d'accord avec ça. C'est inadmissible, il y a des choses qui ne se font pas. Maintenant, la question devient alors, puisque la civilisation, le monde mémétique évolue plus vite que la sélection naturelle génétique darwinienne, comment faire de leur point de vue pour que l'un rattrape l'autre? On pourrait se dire, non, on pourrait aussi ralentir, on pourrait aussi décélérer. C'est ce qui est plutôt prôné par une forme de vision et d'approche traditionnelle. Et ces deux corpus d'idées se tiennent, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une forme de cohérence intrinsèque propre. Un des grands pièges lorsque l'on aborde cette question, c'est de prendre les choses de manière la plus neutre possible. Par exemple, en adoptant un angle de vue, disons, biologique par exemple, et de constater que ces deux logiciels existent, ces deux logiciels forment deux apparences, deux points d'équilibre des systèmes dans le vivant, et que donc de ce point de vue-là, il n'y en a pas un supérieur à un autre. C'est-à-dire qu'on tombe dans une espèce de relativisme moral consécutif à un point de vue justement, donc qui se voudrait dépassionné, scientifique. Sauf que, et c'est là où l'on tombe dans les affres de la récursivité ad nauseam, en fait, c'est l'arnaque des modernes de Bruno Latour et on saute dans ce piège à pieds joints, si j'ose dire, si jamais l'on pense que appréhender les choses de manière neutre comme ça est cohérent, et c'est ce que font d'ailleurs une grande partie des observateurs. Pourquoi c'est un piège? Eh bien parce que cette approche scientifique qui se voudrait neutre, en réalité, va supporter une vision gnostique des choses dans laquelle l'individu n'est qu'un observateur et n'est pas co-créateur de la réalité qu'il observe. Autrement dit, on va nier son étincelle divine, sa part divine justement, pour ne garder qu'une espèce d'être humain un petit peu desséché, un petit peu coupé de la source. Et logiquement, si on adopte cela dans son axiomatique et dans ses postulats, eh bien on va valider en bout de chaîne ce que l'on avait postulé dès le départ. C'est un sophisme de pétition de principe. Alors c'est très rigolo parce qu'on retrouve le même sophisme de pétition de principe également pour le logiciel traditionnel. Autrement dit, à un moment donné, la pensée, le mental seul ne suffit pas à s'extraire de la récursivité, d'où la vanité totale d'espérer pouvoir fournir un raisonnement mentalo-mental non incarné qui ne mouille pas le maillot et échapper à la notion de sophisme. Voilà qui met fin à la négociation. Et ça n'est pas pour rien que de nombreuses traditions spirituelles mettent en garde sur cet usage du mental, puisque le mental ne trouve et n'observe que ce qu'il a envie de voir. Il s'agirait donc pour ces élites d'accélérer le mécanisme de sélection naturelle en une sélection artificielle pour éviter précisément l'introspection consécutive au fait de devoir attendre, de devoir sentir le rythme d'évolution de la nature. Et ainsi, ils vont se poser en porte-à-faux vis-à-vis de l'évolution organique du vivant. Parce qu'au début, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi? On cherche le parce que, on cherche la logique. Et au bout d'un moment, on est pris au trip, on rit malgré soi et on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Deux mots sources de toute innovation, c'est que ce sont les deux mots à l'origine de la première sodomie au monde, faut le savoir. Ça te dit, Platon? Attends, je réfléchis à... Pourquoi pas?
Bon, et là, l'on retrouve bien les logiciels fondamentaux gnosticisme versus traditionnel, à savoir que ta volonté soit faite versus que ma volonté soit faite. Donc, comme disait Jacques Attali, les imbéciles iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Hein. L'idée est vraiment de sélectionner là-dessus sans jamais avoir à intervenir de manière trop active, c'est-à-dire qu'on se contente de poser les pièges et les imbéciles vont tomber dedans comme des mouches. C'est l'idée, comme ça on garde une espèce de conscience propre et on a quand même contribué à une espèce de dispositif de génocide général. Et ça n'est pas un euphémisme que de le dire, vu l'augmentation absolument massive des morts de bébés en maternité qui sont déclarés donc morts-nés. Enfin, je vais laisser le professeur Perron en parler, il le fera mieux que moi. Avant, quand un enfant mourait à la naissance, on déclarait mort-né. Mais ça n'arrangeait pas Macron parce que si on est mort-né, on a un certificat de naissance puis un certificat de décès. Donc ça laisse des traces. Donc maintenant, ils ont des consignes. On déclare un mort-né, on le déclare né sans vie. Et s'il est né sans vie, il y a 0 trace dans les registres. Et ça, je peux voir. Mais c'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment des bandits de grand chemin d'oser faire ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de morts-nés. Je ne parle pas même de la stérilité, hein, parce que ça, avec le vaccin, ça y va à tour de bras. Même Macron l'a reconnu. Hein. Si vous vous souvenez, Macron, au mois de février dernier, a dit les Français, une chute de la natalité, on ne sait pas pourquoi. C'est partout, donc tous les pays vont vacciner massivement. Et on sait très bien d'où ça vient la chute de la natalité, c'est que les hommes ont beaucoup moins de spermatozoïdes après l'injection vaccinale et que les femmes en perdent leurs règles et deviennent stériles, malheureusement. Pas toutes, heureusement, hein, parce que... Donc voilà, c'est quelque chose d'horrible qu'ils ont fait. Ils essaient de camoufler tous leurs méfaits. Mais les statistiques sont là, la mortalité augmente partout. Et ça n'a pas commencé avec le Covid, parce que le Covid n'a pas tué tant que ça. En fait, il y a pas eu plus de morts que d'autres années de grippe sévère. C'est à partir de 2021-2022, quand ils ont lancé les campagnes vaccinales, et là, il y a un pic de mortalité gigantesque dans le monde entier. Les turbocancers, j'ai plein d'exemples autour. Des jeunes qui ont des cancers foudroyants, les accidents vasculaires cérébraux, les arrêts cardiaques, des milliers, maintenant c'est des milliers de sportifs qui sont morts comme ça sur le terrain, même des chanteurs qui s'écroulent sur la scène. Mais il est très rare que l'on aborde ces idées de façon aussi claire, puisque elles sont contraires aux bonnes mœurs. Pour l'instant, la fenêtre d'Overton ne s'est pas encore déplacée pour pouvoir parler de cette sélection culturelle et de pourquoi certaines personnes, notamment en maçonnerie, pensent que c'est une bonne idée, puisqu'il y a dans leur principe le fait de maintenir l'humanité en dessous d'1 milliard, hein, quelques centaines de millions suffisent. On est ici dans le principe ordo ab chaos, c'est-à-dire que de la destruction va naître la création, autrement dit la glorification de la notion de logique sacrificielle. Il ne s'agit pas du Dieu des chrétiens, il s'agit du grand architecte de l'univers, et je démontre dans mes livres et dans mes conférences que c'est indiscutable. Les deux dieux ne sont pas les mêmes. Je prends même, on revient au thème de Lucifer, Albert Pike a écrit pour les francs-maçons, le grand architecte de l'univers, c'est Lucifer. Donc ce n'est pas une invention de ma part. Donc du désordre provient la création, le fameux ordo ab chaos cher à nos frères 3 points, évidemment qu'on retrouve là de façon totalement archétypale dans cette proposition. Ce qui est sans controverse et sans intérêt. Ok. Donc évidemment, ces propositions alternatives à la socioculture ne sont pas très sexy. C'est précisément pour ça qu'elles sont discutées dans le plus grand secret, puisqu'il s'agit quand même de faire la promotion du génocide indirect de millions d'individus, évidemment. Et vraiment, comprenez bien que si ces gens-là n'arrivent pas à avoir la patience d'attendre, parce que c'est exactement ça dont il s'agit. Vouloir transformer le monde pour qu'il soit conforme à nos représentations mentales, c'est le signe qu'à un endroit intérieurement, il y a un petit enfant qui est tout seul, frustré, et qui n'arrive pas à gérer sa frustration. Il va donc impacter sur l'extérieur. C'est pour ça en général que plus les gens sont bien construits intérieurement, moins ils ressentent le besoin d'impacter sur l'extérieur comme ça pour façonner le monde à leurs désirs, à leurs envies. Et c'est justement parce qu'ils ne savent pas gérer la frustration, parce qu'à un endroit il n'y a pas vraiment de maman à l'intérieur, qu'ils vont remettre en scène justement des rituels dans lesquels ils vont essayer d'abuser l'enfant encore et encore. C'est une façon de remettre en scène quelque part ce sacrifice
qu'on leur a fait, qui leur est arrivé, et qu'ils essayent de projeter à l'extérieur face à ces rituels qui vont remettre en scène sempiternellement. Voilà, donc petite vidéo de révision, mini-approfondissement sur les thématiques déjà développées sur la chaîne, en espérant que ça vous a permis de connecter deux, trois petits éléments que je vous ai déjà donné, qu'on a déjà abordé ensemble. Si jamais elle t'a plu, évidemment, le pouce et le partage sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Merci aux tipeurs de leur soutien indéflectible, comme à chaque fois. Comprenez vraiment bien, s'il vous plaît, que toute cette façon de penser est vraiment une façon de se fuir soi-même et d'essayer d'échapper à l'état de délabrement intérieur de leur petit enfant, de sorte à éviter ce qu'ils trouveraient s'ils regardaient à l'intérieur, c'est-à-dire une lente dépression. Lente dépression, la tête en bas dans le siphon. Lente dépression, le paysage tourne en rond. La cuvette des toilettes, la salle de bain, le plafond, tous les lieux s'enchevêtrent. Caramélisation. Vivre à quoi bon? Les jours, les mois, les saisons. Vivre que c'est long, le tout sans une seule interruption. Si seulement revenaient les élans de la jeunesse, l'animal si fougueux qui m'animait. Lente dépression, ça pue, ça grince, évaporation. Lente dépression, vin éventé, fruits secs et casse-bonbons. Quand saurais-je éprouver la puissance et la sagesse, le retour à vive allure du cavalier. Nanana